Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table. David Filippo, Ouest France. Quand on a son pom-pom, chante la volée. Le problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, on est une petite semaine de notre grand rendez-vous en public, mardi 16 décembre au Fleur du Malte, le bar situé à côté de la gare Nord à Nantes, pour venir assister à ce podcast en live et récupérer plutôt des photos dédicacées de David Filippo, puisque c'est la principale attraction de cette soirée-là. Je serai dispo ce soir-là. Vous faites ça par mail à sanscontrôle@gmail.com et on vous ajoute sur la liste des invités. Salut David. Salut. Les dernières 48 heures ont été épiques au chevet du FC Nantes. C'est un éternel recommencement, David. Ça fait 20 ans que ça dure. Ouais. Bah oui. Ouais, mais après, un épisode de plus. Oui. Il y a toujours un truc en plus, quoi. C'est vrai. Il y a toujours un petit truc à raconter. Ouais. Salut Pierre Arnaud Barre. Salut Simon, il bonjour était tout le au bout monde. de sa vie, lui, hier soir. Bah toi aussi. Oui. Pape qui ne roule plus en Ferrari, Presse Océan lui a interdit. Pas de voiture non plus. C'est vélo ou c'est scooter pour toi? Vespa. C'est Vespa. Il y a encore un peu de moyens, PO, dis donc. Ouais, c'est pas le FC Nantes. FC Nantes, c'est vélo. Et c'est même pas un leasing, c'est même pas un prêt avec option d'achat. Qu'est-ce que tu veux? Salut Jean-Marcel Boudard. Salut tout le monde. Il est en forme, le Jean-Marcel. Ça se voit physiquement. Déjà à 14h, c'est mieux qu'à 11h. Bien sûr. T'es presque aussi frais qu'à l'époque où en EPS, tu brillais devant toute la classe. Quel est le secret d'une telle série, Jean-Marcel? Ouais, je suis content. En plus, il y a un petit événement dimanche. Je pense que les féminines vont faire 2 fois plus que le HBC Nantes à la Beaujoire. Ah ouais, à 2 fois plus de spectateurs. Ça doit étrangler Gaël Pelletier, je pense. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Jennifer, donne-moi le temps. Bien sûr. Tout ce qui est l'eau de rose, t'aimes, toi. Jennifer, j'aime. Attends, laisse, c'est bon. Je laisse. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il vaut apprendre. Donne-moi le temps. Oui, mais au FC Nantes, le temps qui saignent. Le temps au FC Nantes, on n'en a pas beaucoup. Luis Castro n'en a plus vraiment pour convaincre la famille Kita qu'il est l'homme de la situation. On en parle dans ce 14e épisode saison 7 de Sans contrôle. Que faut-il retenir d'abord de cette nouvelle défaite du FCN, cette fois face à Lens? Un changement de style avec un jeu plus direct aux côtés de Bamet Duff. Quelle utilité pour Cône dans cette défense à 5? Les latéraux en grande souffrance et puis la nouvelle blessure de Guirassy. Qu'est-ce que ça peut changer? On est reparti pour un tour de manège ou de quitte à circus. Chacun choisira le bon terme, comme Antoine Comboiré il y a à peu près un an, Luis Castro, et donc sur un siège éjectable, des discussions avec Will Steele qui capote. Comprenez-vous l'envie d'Equita de changer de coach et d'installer un directeur sportif? Poste refusé dans la foulée par Stéphane Ziani. On va débriefer tout ça. Vendredi, les Canaries sont chez le voisin Angevin, le SCO, équipe surprise de ce début de saison et qui compte 8 points de plus que le FC Nantes avec un budget 2 fois plus petit. On évoquera les enjeux du derby sur le terrain avec Gilles Dacrozon, notre expert du SCO. Allez messieurs, le propre de la médiocrité est de se croire supérieur, disait La Rochefoucauld. Voilà qui pourrait inciter certains à la modestie. Eh oh, faites pas la gueule. Oui, Vous êtes content quand même, non? Jean-Pierre Foucault. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Toujours un mec des grosses têtes à ça. Ouais, Jean-Pierre Foucault. Non, mais comme c'était les Miss, c'est pour ça que je me suis dit, bien tu parles de sûr, Jean-Pierre c'était un Foucault, week-end non. de Miss, tu as raison. Et t'as pas raté les Miss, j'imagine. Moi, je regarde ça, toute la famille. On enregistre sur le magnétoscope. En Oui, Vendée, toujours. Retour sur la leçon de réalisme des 100 et or, messieurs. Christophe Willem. C'est ça. Et le titre? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Non, Je le vois bien. tout est dans le titre. Le rouge, C'est ça. le noir. Double jeu. Ah oui, double jeu. Avant d'évoquer le double jeu du FC Nantes, plus direct, un mot sur le scénario et les résultats face à Lens. Cette courte défaite, Jean-Marcel, 2-1 face au leader du championnat. Finalement, est-ce qu'on se dit, et je vais faire un tour de table, c'est pas si mal contre le leader de ne perdre que 2-1, de l'accrocher longtemps, ou c'est évidemment insuffisant à l'arrivée? Qu'est-ce qu'on retient d'abord? C'est insuffisant à l'arrivée dans la situation dans laquelle tu te trouves. Pab. C'est insuffisant parce que tu surperformes jamais.
David. Bon, pareil. Donc tout le monde trouve ça insuffisant, la question n'était pas assez bien posée. On est tous d'accord là-dessus. On peut se dire que c'est pas si mal contre le leader. J'ai vu par exemple des commentaires de supporters lensois dire non, c'était pas si mal Nantes, hein, vous avez bien résisté, vous avez eu des occasions, etc. À quoi on s'attache maintenant, Simon ? En fait, on a perdu que 2-1. Ah donc super match. T'y as cru une seconde ? Même, moi quand on lance marque, non, je sais que c'est terminé. Voilà, t'y as cru une seconde, mais même la deuxième mi-temps, il recule. Tu sais que ça va finir par rentrer, quoi. Enfin, c'est pas ce que nous dit Youssef El Arabi, il nous dit que son équipe méritait mieux. Je pense qu'on méritait mieux parce que voilà, on a essayé de jouer vers l'avant, on leur a fait mal un petit peu au niveau des transitions, on a très bien défendu. Après voilà, quelques petits détails qu'on devra gommer parce que voilà, c'est vrai que prendre 2 buts par centre au deuxième poteau, c'est vrai que ça fait mal. Après voilà, il nous manque ce petit déclic qui pourra nous ramener la victoire et un peu de réussite sur le dernier geste ou le dernier centre. Est-ce qu'il manque seulement, David, ce petit déclic ? Quand j'entends dire on a joué vers l'avant, oui, heureusement quand même. Oui. Mais il y a même pas. Vous avez souvenir d'occasions en deuxième période, sincèrement? Bah oui, en début de deuxième période, il y a des occasions. Il y a la frappe de Duff, par exemple, et celle de Mathis Ablin. Et Ablin, ouais. C'est tout. Franchement, c'est tellement peu, c'est tellement pauvre. Et même quand Lens gagne, il fut un temps, ce FC Nantes était capable de renverser au début de saison, on se disait cette équipe a peut-être marqué dans le temps additionnel, poussée par son public, mais elle emmène même plus son public cette équipe. Elle pousse pas, t'as pas eu de révolte, t'as une sorte de résignation, et puis moi je trouve qu'il y a ce côté inéluctable, quoi. Tu vois que tu le vois sous tes yeux que l'équipe recule, que t'as des centres. Alors, c'est vrai que Luis Castro nous a dit après le match, c'était le projet en gros de laisser le ballon à l'adversaire et de les laisser arriver comme ça en contrôlant, sauf qu'il y a toujours un moment où tu contrôles pas, et c'est l'histoire de cette saison d'une équipe qui fait toujours la petite erreur, la petite saute de concentration, le retour qui est pas assez bon, la mauvaise passe dans ton camp, et il y a toujours un moment où tu craques. Parce que c'est une équipe qui n'est pas mûre du tout, pas taillée, n'a pas la maturité et pas le niveau effectivement pour jouer en Ligue 1 tout simplement. On aura l'occasion d'en reparler. Mais si évidemment cette équipe elle reste en place, vous pouvez mettre n'importe quel entraîneur. Je pense que sincèrement, mais il y a quand même un truc. Ça sera pas grand-chose. Tu vois, il y a quand même un truc, David, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec Angers. Nantes a pas un bel effectif, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais tu peux être capable quand même de faire un peu mieux. Auxerre a pas forcément une belle équipe, Metz a pas forcément une belle équipe. Angers, ils ont une équipe catastrophique sur le papier, sauf qu'ils ont un projet de jeu cohérent. T'as de la stabilité dans les choses. Et Metz, ils sont capables. T'es déjà dans la partie 2, Pab. Je suis désolé, on débriefe le match de Lens. Metz, ils sont capables de battre Lens. C'est la dernière équipe qui les a battus. Alors ok, Lens c'est un rouleau compresseur aujourd'hui, ils sont à 8 victoires sur 10, un nul contre Rennes et une défaite contre Metz. Mais Metz, ils sont capables de surperformer un moment. Nantes ne surperforme jamais. J'ajoute à ce déficit de qualité un problème de caractère quand même, Jean-Marcel, je veux bien t'entendre là-dessus. Lens marque ce deuxième but, il reste 10 bonnes minutes, temps additionnel compris, aux Canaries pour faire le siège du but lensois, poussé par son public, mettre le feu pour égaliser. On n'a pas vu ça. Les entrants, il y a une petite réaction sur 2 minutes, quelqu'un qui entre et qui était remplaçant, il veut montrer, on voit qu'il y a de la combativité. Mohamed, il met un petit coup, voilà. Mais bon, c'est insuffisant. Il met un coup. Oui, mais il y a de l'engagement. Je suis là. Et c'est sa meilleure action. Mais messieurs, il y a de l'engagement. C'est-à-dire que si à 11, tu montes d'un cran dans l'intensité, sans faire n'importe quoi, tu montres une réaction. J'ai trouvé qu'il y avait un déficit de caractère aussi dans cette équipe, Jean-Marcel, non ? Non, moi je vais sans doute spoiler un sujet, mais il y a surtout un déficit de qualité des remplaçants, et Luis Castro l'a souligné, peut-être un peu durement, mais il a le sentiment qu'il affaiblit son équipe aujourd'hui quand il fait ces changements, qui sont des changements contraints et obligatoires pour apporter du sang neuf sur les 30 dernières minutes, parce qu'aujourd'hui le foot avec tes 5 changements, t'es obligé. Mais on sent bien que c'est plus tout à fait la même équipe sur les 30 dernières minutes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une stat qui laissait penser que si tu comptais les points du FC Nantes, si les matchs arrêtaient à la 60e, c'est une équipe qui serait dans le top 7, je crois. Donc, c'est pas forcément physique, c'est plus sur la qualité des entrants. Et sachant qu'en plus, que lorsque tu as des rotations, tu as beaucoup d'absents, forcément, tu as encore plus de gens qui rentrent et qui ont du temps de jeu et qui sont pas forcément soit à la hauteur, soit impliqués. Pourquoi tu dis que c'est pas forcément physique ? L'argument des remplaçants, je le valide, mais c'est peut-être aussi physique. Non, on sent que cette équipe elle se désunit. On sent qu'elle se désunit, cette équipe en fin de match, qu'elle perd un peu, elle bafouille, ça devient plus brouillon, elle perd ses repères et elle en oublie de construire l'essentiel, quoi. C'est l'endurance mentale, hein. Ouais, aussi. C'est pour ça que je parlais du caractère. Mais Luis Castro, il en parle, il le dit, il y a toujours, et
Et il lutte contre ça depuis le début de la saison. Alors il dit qu'il travaille à l'entraînement. Je ne sais pas comment travailler ça, mais il a une équipe, David l'a dit tout à l'heure, qui manque d'expérience de Ligue 1, pour moi, qui manque un peu de vis aussi, et qui s'étiole au fil des minutes et qui a pas qui fait toujours la bêtise qui provoque un but. Et c'est pour ça que tu comparais avec le SCO, mais je suis désolé, peut-être que sur le papier on va te dire c'est plus talentueux du côté de Nantes, mais cette équipe du SCO, on en parlera tout à l'heure, mais on sent qu'elle est plus mûre dans le jeu quand tu la vois jouer. Évidemment. Le FC Nantes, c'est totalement immature, parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de gens qui découvrent la Ligue 1 et à des postes en plus stratégiques. Et pourtant, Luis Castro avait essayé quelque chose. On va arrêter sur ce nouveau style de jeu du FC Nantes, un jeu plus direct avec un Bamet Duff titularisé pour la première fois dans ce rôle hybride de 6-10. Il est un peu sentinelle en phase défensive et un peu numéro 10 ou 9,5 à la déviation. Il a surtout été 6 en phase offensive. Ils l'ont cherché quand même pas mal dès qu'ils ont récupéré le ballon. Avec 34% de possession, il a surtout joué 6, quoi. Ouais. Mais il a surtout couru entre ces deux postes-là. Au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais il ne va jamais tenir. Comment il peut tenir ces deux rôles-là ? Est-ce que d'abord, ça vous a plu, ce jeu plus direct ? Et deux, est-ce que c'est une idée à reproduire pour le Football Club de Nantes ? Écoutez Youssef El Arabi qui nous en parle. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé cette semaine avec Bamet, jeu plus direct, de se servir un peu aussi de son gabarit. Je suis content parce que pour une première, il a répondu présent. On a essayé de faire mal à leur défense. Mais bon, après la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a un peu douté, je pense. Mais bon, prendre le but dans les dernières minutes, c'est ça qui nous fait mal. On a oublié, David, le Castro Ball, cette envie de remonter le ballon, balle au pied, avec des échanges, des redoublements. Là, on a joué beaucoup plus direct. Bah oui, mais on l'a oublié depuis le début de saison, on n'arrête pas de le dire. Et puis ce qui est fou, c'est... Non, là, il y a quand même eu une évolution. On ne l'a pas oublié depuis le début de saison. Il y a eu beaucoup de matchs où il l'a fait. Mais il écoute toujours pas ce que tu dis. Non, il n'a pas compris, en fait, il comprend pas. Je comprends pas ta question. Oui, c'est ça. Non, mais tu dis... Non, mais le Castro Ball, vous l'avez vu depuis le début de saison bien sûr. à Strasbourg. On reprend tes commentaires par rapport à Strasbourg. C'est pas réussi, mais tu vois globalement la stratégie. Non, mais de toute façon, tu comprends pas Castro. Vas-y, Pape. Tu n'entends pas Castro, tu ne vois pas Castro. Non, mais j'ai rien contre lui, mais moi j'ai rien vu d'emballant depuis le début de saison quand même. On te parle pas d'emballant. Je sais pas ce qu'on dit. Mais on juge tout ça. La question, c'est il avait une idée de jeu qu'il essayait d'appliquer match après match. On a compris les intentions. Je vais reprendre la main. Alors si vous voulez, ok. Et ça a changé. Ça fait 2 matchs à Lyon et contre Lens où il joue beaucoup plus direct. C'est la première fois à domicile où première fois à domicile. Oui, mais il avait déjà commencé à Lyon avec après l'expulsion a un peu tout changé, mais à Lyon il avait évolué à 5 derrière avec les deux milieux défensifs et ça balançait beaucoup plus devant avec Ablin qui avait une position beaucoup plus axiale et qui était vraiment la seule menace offensive de toute façon de Nantes là-bas. Mais là l'idée c'était pas toucher Ablin, c'était Bamet Duff pour ça veut dire qu'il se renie. C'était un peu la même chose. Ça veut dire que Castro il se renie très clairement. En fait, il y a deux options, soit il s'adapte parce qu'il se rend compte, soit il se rend compte qu'il a pas l'effectif et il se rend compte, les joueurs l'ont dit, mais je crois que tu étais là, Youssef El Arabi en conférence de presse a dit le coach a changé sa communication et il a changé des choses parce qu'on ne comprenait pas. Tu as des joueurs quand même, El Arabi 38 ans qui te dit le coach en gros c'était quand ça c'était avant Lyon. Et il dit on comprend pas les consignes en fait. Je suis peut-être pas le seul à pas comprendre. Oui, non mais je pense qu'il s'est dit il y a l'urgence. Je pense qu'il y a aussi la pression au bout d'un moment de la jeune élire aussi de dire faut peut-être changer des choses, jouer un peu plus direct et du coup la pression de la direction tu veux dire un peu je pense. Et du coup il joue plus direct essayer de jouer plus simple je pense en étant vraiment solide derrière et en balançant devant. On en parlera tout à l'heure mais c'est le moment où ça coince quand la direction commence à demander comment on doit jouer au foot. À Dunkerque quand il était en difficulté il s'est jamais renié manifestement. Non mais il a jamais été menacé à Dunkerque. Voilà. C'était un peu chaud pour lui puisqu'il enchaînait. Ouais, mais je crois qu'il y a un directeur sportif qui a pris la parole dans le vestiaire. Le récit l'a fait, tout le monde l'a installé. À mon avis, on n'est pas dans la même situation à Nantes aujourd'hui. Donc pour toi, Jean-Marcel, l'évolution dans la nature du jeu proposé par le FC Nantes est liée aussi au coup de pression. Elle est liée à l'urgence de points. Il faut que tu ramènes des points. Donc tu as tendance à vouloir prendre moins de risques
En tenant le ballon pour éviter les pertes de balles et à jouer plus minimaliste comme tes adversaires, ou tes concurrents directs. Est-ce que ça vous a parlé, cette façon de jouer ? Il y a quand même eu quelques opportunités sur un Lens qui était assez ouvert, sur ces longs ballons, ces déviations et des débuts de quelque chose. Ce qui est étrange avec cette équipe, c'est que je trouve que sur certains mouvements, t'as des combinaisons, des 1-2. Alors, en fait, faut pas oublier que ça reste quand même des joueurs de foot. Mais non, on se contente de peu. Mais David, tu me regardes. Ça n'a même. En fait, tu te rends compte ? Non, arrête. Il y a eu quelques éléments quand même. Luis Castro, il le dit. On n'arrive pas quand ils font le débriefing vidéo. Ils voient en gros ce qu'ils veulent faire, mais ils n'arrivent pas à le réaliser. Je pense qu'il n'a pas la qualité des joueurs pour le faire sur un match complet. Mais tu vois quand même, moi j'ai trouvé quand même sur certaines sorties de balles, il y a une action à un moment, Guirassy à Blin, tu as une sorte de double 1-2, après l'action se termine mal, mais en trois passes, tu te projettes vers l'avant, tu déstabilises le bloc lensois, et c'est arrivé 2-3 fois dans le match. Mais on peut quand même dire que c'est un signe d'intelligence de Luis Castro de voir que il a peut-être pas les équipes pour réaliser le jeu offensif, de s'adapter et de proposer autre chose, David. À un moment, non, t'es pas convaincu du tout de ça ? Mais je pense qu'il a pas le choix. Mais je pense surtout c'est la pression des résultats, l'urgence de points. Même s'il parle plus à sa direction, il sait très bien ce que pense la direction. C'est sa direction qui lui parle plus plutôt. La direction qui. Voilà. Évidemment, mais je suis pas sûr que ça soit par conviction qu'il ait vraiment changé, qu'il se soit renié à ce point-là. Il laisse quand même des petites, dans ses conférences de presse, il laisse quand même des petits indices, parce qu'il a dit, les joueurs, en gros, comprennent pas ou ont toujours la petite erreur tactique. Ils voient a posteriori, quand ils débriefent, j'aurais dû faire ça, mais ils n'arrivent pas à le faire. Je pense qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'avec cette équipe-là, ces joueurs-là, ils n'y arriveraient pas. Revenons sur ce match de Lens. Donc, j'ai pas trop saisi si ça vous avait plu ou pas, ce jeu direct, si on peut imaginer des résultats avec ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que là où je rejoins David... Repartons pas dans les coulisses, on parle de ce qu'on a vu sur le terrain. Là où je rejoins David, c'est que le jeu un peu à la baballe de Castro, de vouloir construire... Jouer à la baballe, c'est bien, mais à un certain moment, il faut jouer au ballon. Voilà ce qui était dit dans le vestiaire. Non, mais moi je comprenais la stratégie de Luis Castro de repartir de derrière en passe courte, de construire, mais on l'a tous constaté. Ouais. C'était que des passes vers les latéraux qui revenaient aux défenseurs centraux et t'avais rien. Ça marchait pas. Autant jouer de manière un peu plus directe. Oui, vous rejoignez ce que je disais tout à l'heure. Autre choix tactique de Luis Castro qui a interrogé face à Lens le positionnement de Kwon dans cette défense à 5 avec un seul avant-centre en face. Ça a été le commentaire de certains techniciens qui étaient avec nous en tribune de presse et qui nous ont dit pourquoi était-il à 5 derrière, alors que Lens ne proposait en face qu'un seul attaquant. Ça a dépeuplé forcément le milieu de terrain et ça a permis aux Lensois d'être dans un fauteuil au milieu. Écoutez les explications de Luis Castro à l'issue de la rencontre sur le sujet. Lens, c'est une équipe qui fait beaucoup d'appels entre Thiel et Koze, par exemple. C'est une équipe qui attaque avec beaucoup de monde de la surface, et si nous sommes avec Kwon plus haut, va avoir supériorité numérique de l'adversaire à la surface dans le moment du centre, parce que beaucoup de fois notre latéraux ils sortent sur le centre. Comme Lens plonge avec 4-5 joueurs, normalement même les pistons de Lens ils attaquent la surface. On fait le choix d'être déjà dans la ligne. Et si vous regardez les deux buts, c'est deux centres et deux buts à l'intérieur de surface. Même comme ça, on prend deux buts comme ça. Si on coupe un joueur de plus dans la ligne, va être plus difficile. C'est pour ça que je vais le faire. Je vais faire un résumé pour nos auditeurs qui ne parleraient pas le Castro couramment. Tu veux pas demander à David ? En gros, il nous explique que les Lensois, leur force, ce sont les latéraux ou les joueurs de couloir qui envoient des centres dans la surface de réparation et qu'il faut donc de la présence. Et il préfère avoir Kwon plutôt derrière dans la ligne, prêt à la réception de ces centres, plutôt que d'essayer de gêner au milieu de terrain la construction du jeu lensois. Ça n'a pas marché du coup. C'est la préparation, et ils ont pris leurs deux buts comme ça. Ils ont pris leurs deux buts avec Kwon déjà dans la surface et sur des ballons arrivant de l'extérieur. Un de la tête et un, c'est pas de la tête, mais bon. Mais ils avaient bien analysé le problème, mais ils n'ont pas su le résoudre. Bah voilà. Toujours les erreurs dont parle Castro toutes les semaines, des choses qui sont manifestement évoquées en vidéo, travaillées à l'entraînement et qui se produisent en match. J'en reviens à ma critique initiale sur la position de Kwon. Ouais, Pape, je te donne la parole. Je le disais, des gens qui connaissent bien le foot nous ont dit oui, mais ça fait quand même une personne de moins pour gêner, presser au milieu de terrain, ça oblige ton bloc à descendre, ça te fait reculer. Mais ça, c'est la question depuis le début de saison. Je sais que c'est Le Penant qui nous l'avait dit, j'ai déjà dit ici au micro, je crois que c'était à Nice. Il avait dit, à un moment, on est seul au milieu, quoi. Et encore, Le Penant, il court beaucoup. Après, que Kwon descende en défense centrale, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Il le fait depuis le début de la saison.
effectivement, ça te crée un problème au milieu, surtout si t'as Duff qui fait l'essuie-glace, donc tu te retrouves avec quasiment que Le Pen en 6. Mais après, c'est une organisation générale. Il faut aussi que tu aies des ailiers qui soient capables de revenir vers l'intérieur, d'avoir un défenseur, un attaquant de pointe qui défend et que le bloc soit plus compact. Le problème, c'est que tu as un bloc qui se délite, donc au milieu, tu prends l'eau. Quand tu mets Kwon, tu abandonnes l'idée de construire un jeu léché. Voilà, c'est un choix. Mais on en revient sur la question, sur le problème originel de Luis Castro à Nantes, c'est que le joueur qui devait lui apporter quelque chose, c'était Francis Coquelin. Lui, il aurait apporté quelque chose au milieu. On se le dit à chaque fois. Et sans Francis Coquelin, c'est très compliqué pour lui. Et encore plus là, à Lens, contre Lens, il manquait Manga. Et il a manqué aussi le talent des latéraux nantais. Ça a été flagrant, Jean-Marcel, face aux leaders lensois. Amiens et Koza en grande difficulté une nouvelle fois et qui n'ont pas épaulé leur défense et leur équipe. Ouais, ça aurait peut-être été différent s'il y avait peut-être eu plus de présence au milieu aussi. Ils auraient été davantage soutenus par un milieu de terrain supplémentaire. Si ton bloc c'est de faire un bus dans les 30 derniers mètres, forcément à un moment tu prends le risque d'avoir des centres et donc il faut de la présence à la surface. Le scénario du match a montré en tous les cas que ça servait à rien, comme ça avait servi à rien deuxième mi-temps à Lyon, comme Kwon il sert à rien aussi, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi on insiste là-dedans. Quand on y pense, on se remet quelques mois en arrière où tout le monde se dit waouh, allez Castro, ça va être, on va peut-être voir du jeu à la Beaujoire. Non mais on est sur les 4-5 mois. Je trouve que dans le jeu, c'est la deuxième partie, ça. Ouais, non, mais désolé. On est sur Lens, là, c'est pour ça. Moi, je prends toujours beaucoup de hauteur sur tout ce que vous pouvez dire. C'est pour ça. Non, mais franchement, et là, quand j'entends Pab, en 5 minutes, Pab, t'as parlé de El Arabi, qui parle d'incompréhension sur ce qui est demandé. Le Penant, qui dit, mais au milieu, je comprends pas, on est en sous-nombre, on s'en sort pas. Il y a vraiment un souci, quoi. Ouais. Et franchement, moi, je voulais, parce que les gens vont dire, attends, vous êtes sur contre... Castro, c'est la deuxième partie. Ouais, on ira tout à l'heure. Ok, je m'en vais même. Je finis sur les latéraux. Je finis sur les latéraux. On va être bientôt dans la reconstruction de cette équipe du côté des dirigeants nantais. Clairement, là aussi, il y a peut-être quelque chose à imaginer. Alors, David Machado va arriver, va débarquer. Amiens peut être aussi un peu challengé ou concurrencé à droite, Pab. Bah oui, le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment de doublure. Koza a perdu sa place au profit de Louis Leroux, mais qui s'est blessé. Le problème, après, est-ce que c'est... Alors, il y a sûrement un problème individuel. Tu vois que les joueurs, ils sont un peu en difficulté. Mais je pense aussi que dans le système, comme disait Jean-Marcel, dans le système de Luis Castro, les latéraux, moi je le vois depuis la préparation. J'ai vu Koza pendant la préparation, il était paumé, il évoluait super haut avec que des ballons dans le dos, avec une équipe qui jouait, d'ailleurs qui le fait moins, qui joue à fond le hors-jeu. Et il se prenait des vagues dans le dos. Et effectivement, quand t'as pas de solution, que tu te retrouves en difficulté pressé par l'adversaire, soit tu dégages en touche et on te siffle, soit tu redégages comme tu peux et t'as une chance de faire une mauvaise passe adversaire. Et il faut pas oublier quand même qu'à Lens, t'avais Aguilar et Udol qui sont quand même costauds. Plus forts. Voilà, oui, il y a des mais c'est vrai que c'est peut-être le système qui les met en difficulté. On va retenir cette entrée-là qui est intéressante également. Je termine avec la blessure de Guirassy. Nouveau gros problème ou pas, ou de toute façon on avait prévu de recruter dans ce secteur-là et on le reverra sans doute en janvier. Il y a 2 matchs encore. Ouais, on le reverra en janvier là maintenant. Il y a 2 matchs encore. Ça. Ouais. Mais il y a Camara peut-être, non? Bah oui, Camara remplaçant. Il y a quand même Lado aussi qui peut jouer, a priori. Ouais, il y a des joueurs, c'est sûr. Il y a des joueurs, mais bon, il n'y a pas des très bons joueurs, quoi. Bah oui, mais... Non, mais en fait, Jean-Marcel, tout à l'heure, t'as dit Kwon, c'est pas possible. Mais en fait, Kwon, c'est une des recrues qui joue le plus. Bah oui, c'est un problème, en fait. C'est un gros problème. C'est sûr. Moi, je trouve dur avec lui parce que, franchement, je dis pas que c'est un grand joueur de foot, mais moi, je trouve qu'il fait le. Bah oui, parce que tu le vois juste à la réception du ballon, mais tu le vois pas quand il est pas là, et tu le vois pas dans le jeu sans ballon, et tu le vois pas. Oui, bah oui, il récupère un ballon. Après, c'est pas un mauvais défenseur central. Dans l'utilisation du ballon, on n'est pas sur quelqu'un qui va apporter quelque chose quand même de flagrant. Mais bon, parlons, messieurs, du Kita Circus, puisqu'on a un nouvel épisode à vous proposer. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Luis Castro est-il un miraculé sur le banc nantais? Christophe Maé, j'ai pas le style. J'ai pas le style. Allez, pas. Allez, Jean-Marcel. Non, j'ai entendu ça.
J'ai pas l'intégrale. Oh, il est fort. Du Gendrinéa. Oh, Jean-Marcel, impressionnant. C'est carrément imitateur, là, non? Ah ouais, c'est fort. On s'attache de Christophe Mahé, mais j'ai pas le style, évidemment, qui nous intéressait. C'est qu'Hélène adore Christophe Mahé. On n'aura pas le Will Steele pour l'instant à Nantes. Et pourtant, David, l'ancien coach de Reims et de Lens en Ligue 1, a bien failli débarquer ces dernières heures à la Genelière. Alors, bien failli. En tout cas, il y a eu un contact avec son entourage. Je sais que déjà la semaine dernière, Franck Kita en parlait, sondait quelques joueurs cadres du vestiaire sur ce profil. Donc avant le match. Et puis manifestement samedi soir, après le match, il a relancé la piste. Oui, et puis il y a eu contact avec l'agent pour voir ce qui était possible de faire. Et malheureusement pour le FC, enfin je sais pas si ça aurait fonctionné, mais en tout cas ça n'a pas pu le faire parce que Will Steele voulait venir avec ses frères. Nicolas et Édouard Steele, qui sont tous les deux en poste, respectivement à la Gantoise et à Anderlecht. Adjoint. Et le timing était un petit peu serré, à mon sens. Alors, il n'y a peut-être pas que ça. Est-ce que vraiment le profil plaisait à Valdemar Kita ? J'ai aussi un doute. À voir, à vérifier tout ça. Parce que c'est toujours le dernier à valider quand même. Oui, donc voilà. Donc ça, et a priori, on me dit qu'il faut oublier, même pour dans 15 jours. Mais on peut la vérité d'un jour au FC Nantes, David, oui. n'est pas Bon, celle on me dit du aujourd'hui, il faut oublier, mais ça vient pas du FC Nantes, ça vient plutôt de l'entourage du coach. Messieurs, cette piste Steele et les consultations menées par l'Equita pour remplacer Luis Castro m'amènent à 2 questions. 1, est-ce une bonne idée de changer ? 2, est-ce le bon timing juste avant la trêve et à quelques jours d'un rendez-vous crucial à Angers, d'interroger le vestiaire comme l'a dit David et de montrer à Luis Castro qu'il est sur un fil ou au bord de la falaise. Pab. C'est délicat comme question. Est-ce qu'il faut changer Là, on a fait... Vas-y. Non, on a fait tout le débrief depuis le début de l'émission sur tout ce qui va pas. Le problème, c'est que Castro n'est qu'une partie. Je pense qu'il a fait des erreurs de communication, des erreurs de management, des erreurs peut-être tactiques, mais c'est pas le seul. Il n'est pas le seul responsable. Ça, c'est sûr. On va bien le dire, Simon. Bah oui, t'as des joueurs quand même qui sont pas au niveau. Enfin, t'as mis des jeunes, heureusement, qui sont mis au niveau de la Ligue 1, mais sur la durée, c'est difficile. T'as des doublures quasiment pour personne. Luis Castro, il le dit, et alors il le dit un peu vertement samedi, mais quand il se retourne sur ce banc, sur son banc, il a rien pour faire des changements. Il a un nombre de blessés pas possible, il peut pas les remplacer. Enfin, c'est... Dans ce cas-là, Pab, il faut revenir à cet été. Enfin, voilà, il faut revenir 4-5 mois en arrière et se demander pour quelle raison, parce qu'elle est là, le problème il réside là, c'est pourquoi la direction n'a absolument pas investi, alors que si ça se trouve ils vont le faire. Ils sont peut-être dit que ça passerait dans comme plusieurs ça, semaines. Dans plusieurs semaines, ils vont dans quelques semaines, ils vont le faire sans doute pour le mercato de janvier. Là, c'était zéro en termes de moyens, quasiment zéro pour recruter. C'est-à-dire que là, vous preniez un entraîneur, qui venait de Ligue 2, qui avait fait du très bon boulot à Dunkerque, et vous lui mettez que des paris entre les pattes, quasiment. Il les a tous validés, attention, il a validé tous les joueurs. Sauf que voilà, vous mettez pas de joueurs qui rompus à la Ligue 1, avec un entraîneur en plus qui ne connaît pas la Ligue 1. Donc forcément, c'est je pense très, que la connaissance très de Ligue 1, c'est pas tant ça le procès, c'est important. C'est important, Pab, quand même. Non mais Simon, à un moment, t'as des individualités. On parlait de Lens, là, tu peux parler de tactique, de ce que tu veux. Les Lensois, les 11 Lensois, ils sont au-dessus. Enfin, mais parce que les seules satisfactions. Udol, tu crois que c'est combien Udol ? Combien ils l'ont payé Udol ? 3 millions peut-être ? 3,5 ou 3,5. Nantes n'aurait jamais fait ça cet été. Bon voilà. Donc le problème, il est là. Et le problème, c'est que pour moi, tu dis est-ce qu'il faut changer ou pas ? Moi, personnellement, on fait de la fiction, je changerai pas dans la mesure où si tu choisis ce coach-là, c'est que tu sais qu'il faut du temps. Tu sais que le coach, il a une méthode. Après, tu adhères ou pas. David comprend rien. Les joueurs comprennent pas tous, mais tu mets du temps. Tu dis, tu pars sur un projet. Mais après, ça, c'est le problème global du FC Nantes et le problème qui date depuis très longtemps, ça on le sait, mais depuis Aristouille, en fait, tu as un paquet de... Ça ne file jamais. Aristouille, c'était le bon coach pour le FC Nantes, mais la direction, en gros, n'était pas prête. Gourvenec, il est arrivé en cours de saison, c'était un bâtisseur, il n'était pas prêt en pompier de service. Comboiré, c'est peut-être
peut-être le bon coach pour le club, mais les joueurs n'étaient pas prêts. Et Castro, c'est un bon coach pour le club, mais il n'a pas le matos, il n'a pas les joueurs pour. Voilà. Je vais faire une petite mise au point avant d'avoir l'avis de Jean-Marcel qu'on attend tous. Ouais, tout le monde l'attend. Parce qu'on a lu justement. Je trouve que vous n'avez pas d'avis tranché là-dessus. Je trouve très mauvais. Parce que moi, j'aurais dit non et non. Voilà. Alors non, est-ce qu'il faut changer non ? Non, certainement pas. Est-ce que c'est le bon timing de fragiliser ton coach maintenant ? Pourquoi ? Surtout pas. Déjà, non, il ne faut pas le changer, puisque de toute façon, tu as identifié ton problème qui était lié sur la qualité d'effectif et la rotation. Donc, je ne vois pas pourquoi un coach ferait mieux avec l'effectif actuel. Donc, non, il ne faut pas le changer. Et surtout pas à ce moment-là, puisque tu as un match ultra énormissime contre Angers vendredi, où clairement, tu peux, en cas de défaite, tu prends 11 points. Sur Angers. Oui, tu prends 11 points sur Angers, qui est un concurrent direct. Pendant un mois, tu as dit que de toute façon, tu irais jusqu'à la trêve, il ne se passerait rien, sauf catastrophe industrielle. Elle n'est pas arrivée, puisque dans les comportements, que ce soit contre Lyon ou contre Lens, même si le résultat, on peut le déplorer au final, mais les comportements, c'est une équipe qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est pas à la fois l'équipe, c'est pas à la fois le coach, c'est autre chose. Donc, à partir du moment où tu savais que c'était ton mercato de janvier qui allait te corriger, je vois pas pourquoi on s'est créé un psychodrame pour rien. Si ce n'est la culture de l'instant et puis une forme de fatalité et de panique à bord, mais comme on pouvait le redouter depuis le début de saison et comme c'est un peu le marque de fabrique de ce club et de cette direction. Je fais une petite mise au point justement là-dessus parce qu'on a lu beaucoup de choses ces dernières heures sur X, soupçonnant, accusant la presse locale de ne pas assez soutenir Luis Castro et de ne pas assez rappeler l'incompétence de la direction du FC Nantes. Ça, c'est une blague d'abord parce que, on n'est pas là pour soutenir, on est là pour informer. Et en l'occurrence, je le dis dire que l'Equita songent ou sont au bord de changer de coach, c'est de l'information et c'est notre métier que de le raconter. C'est pas un manque de soutien à Luis Castro, parce qu'on n'est pas là pour le soutenir une nouvelle fois. Et puis pour ceux qui nous écoutent depuis 6 ans quand même, combien de fois on a dit que c'était un sketch permanent à la direction du FC Nantes et que de cette distance qu'entretient la direction avec la Jaunelière, de cette absence d'autorité incarnée sur place, découlaient beaucoup de problèmes en interne dans l'organisation du club. On l'a en train de spoiler la partie suivante. Là. On l'a dit peut-être 100 fois. On y est. Hein. On est dans la partie suivante. Là, on est en partie 2, Jean-Marcel. Il faut, après, une fois qu'on a dit ça, tout vient de là. Tout vient de la direction, on l'a dit 100 fois. Est-ce qu'on peut évoquer quand même le d'ailleurs, puisque tu l'as expliqué, en fait, d'ailleurs, en plus, on a vu que ça crée des tensions, parce que vous ne l'avez pas assez souligné, mais il y a Luis Castro qui, pour la première fois, peut-être est sorti du bois clairement. Jusqu'ici, il faisait des allusions, mais en gros, il l'a dit, j'ai pas l'effectif. J'ai l'extrait, Jean-Marcel. Tu parles de la Ferrari ? La Ferrari, et puis sur la qualité des remplaçants, comme je l'ai oui, tu l'as dit tout à l'heure. C'est la première fois que sur le recrutement, il nous dit quelque chose qu'on peut interpréter. Écoutez-le à propos du recrutement et de la Ferrari et du vélo. Qu'est-ce que je dis en juin-juillet ? C'est la même chose que je pense maintenant. Je ne vais pas vous dire ce que je dis, mais c'est la même chose que je pense maintenant. Toujours Ligue 1, un des 5 meilleurs championnats du monde. Tu as besoin d'être prêt. Donc en juin-juillet, vous n'avez pas forcément été entendu ? Je suis entendu parce que toute personne m'écoute. Et après, j'écoute aussi ce que les personnes disent. Si c'est possible, c'est pas possible. Je peux dire que je veux avoir un Ferrari ici pour aller à ma maison et pour venir. Si le club me dit c'est pas possible un Ferrari, je dis ok, faire pour moi une autre voiture. Si le club me dit pas de voiture en vélo, je vais avec un vélo. C'est à moi de faire le travail. Mais je ne vais pas critiquer une personne du club à l'extérieur, ça c'est impossible avec moi. Après, je vais faire mon travail le mieux que je suis capable. Voilà ce qu'il nous dit. Il y en a quand même qui nous ont dit mais non, c'est pas une critique vis-à-vis de la direction ou vis-à-vis. C'est une critique vis-à-vis de la politique de recrutement du club qui lui a pas mis à disposition les joueurs. Je fais pas avec une Ferrari, je peux faire avec une voiture. J'ai pas de voiture. Si c'est avec un vélo, je fais avec un vélo. Je vais faire avec. Il dit c'est vrai, il va faire avec. On a compris, il fait avec des vélos. Il y a de la frustration quoi. Il y a de la frustration. Alors par contre, il y a quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir préciser, David, puisque il dit. Moi, je ne dis pas ça à la presse parce qu'il ne veut pas déstabiliser son groupe, critiquer son effectif. Mais en interne, je dis depuis le début, depuis juin, juillet, ce qu'il en est en ce qui concerne la qualité de cet effectif. Peut-être pas depuis juin, juillet finalement. C'est un peu plus récent l'échange avec la direction. Visiblement, il a fait part de ça en septembre, si je comprends bien, avec la direction. Quand le championnat a commencé. Mais dès cet été. Fin du mercato. Dès cet été, il commençait à infuser en interne à la Jaunelière des messages comme quoi il était très inquiet, il voyait les recrues arriver. Et voilà. Et il disait même, si on continue comme ça, on va finir en Ligue 2. Voilà. Il faisait passer les messages. Aussi, tout le monde l'a dit. On se souvient de ce coup de gueule de Lopez. Lopez qui dit on a besoin de joueurs d'expérience et des joueurs estampillés Ligue 1. Tu les as pas.
mais il n'a pas eu un pistolet sur la tempe pour signer au FC Nantes. Et quand il a signé, on lui a dit il y a des soucis de droit télé, on va encaisser ça, il l'a toujours dit, une partie sur le Visiblement, mercato. Franck Kita lui a dit très clairement en face lors de l'entretien, vous n'aurez pas de moyens pour recruter cet été. Voilà, il était clairement au courant. L'erreur stratégique qu'on souligne aujourd'hui, c'est le recrutement raté avec des moyens trop faibles pour réaliser sans doute quelque chose de meilleur. Mais après, on a le droit aussi, une fois qu'on a dit ça, on a fait ce préalable, de juger ce qu'il a fait avec son effectif. Tu dis Jean-Marcel, on ne sait pas si un autre aurait fait mieux, mais on ne sait pas si un autre aurait fait pire non plus. Il est quand même en échec. Luis Castro, il n'a pas su faire avec cet effectif-là. Alors sa part de responsabilité, celle du recrutement, celle des joueurs qui sous-performent, Pab l'a dit, ça c'est à chacun de juger, mais je trouve, et je l'ai tweeté d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ces joueurs, de cette équipe globalement et de son coach, et alors que... est-ce que c'est pas des joueurs qui trichent sur le terrain? C'est pas c'est pas des joueurs qui ils n'ont pas les moyens, ils sont à fond pour toi. Sur tous les ils cas, sont trop limités. Si tu prends tes 11 types, je vois pas des joueurs à qui tu peux. Enfin, je sais pas, il y a des joueurs à qui on a reproché des choses dans l'investissement, l'implication. Je pense que certains sous-performent par rapport à leur auquel niveau. tu penses, dis-le. Mwanga, j'attends mieux de Mwanga. Mathis Sabine sur sa demi-saison, je pense qu'il peut encore faire mieux. Oui, sur sa demi-saison, il a pas fait le début. Il n'était pas là. Ouais. Mais après, non, ce qui manque, et puis moi, ça va venir parce que ça. Ce qui aurait pu corriger Luis Castro dans ce contexte-là, de ne pas se sentir seul et isolé, en tous les cas, à la Jonelière, ou en tous les cas coupé du reste du monde, c'est la présence d'un directeur sportif, ce qu'a tenté de mettre en place Valdemar Kita, on va le développer tout à l'heure, mais effectivement, ça pouvait être, en tous les cas, qu'il ait un appui en interne au sein du club, à la fois pour faire le tampon auprès des joueurs, à la fois pour imposer des choses, et à la fois pour faire... pour pas se sentir aussi laissé à la dérive par sa direction. C'était une idée qui me paraissait normale, mais comme ça fait très longtemps qu'on dit qu'il manque quelqu'un à la Jonelière, puisque de toute façon le directeur général il est jamais là. Là actuellement il y a un club en situation de crise, le directeur général est pas là, il y a jamais personne. Vous imaginez la scène, c'est-à-dire que Luis Castro il a appris qu'il allait dessouder sans doute dimanche, il l'est finalement pas, on lui a collé un directeur sportif avec qui il a échangé pendant 1h30 sur la suite, finalement qui vient pas, à 3 jours d'un match de Lens et avec un directeur général qui est fantomatique. C'est fabuleux. Non, mais dans quel club on voit ça? Le Kita Circus. Il y a Nice qui a eu des gros problèmes l'autre jour de violence avec ses supporters. Fabrice Boquet n'était pas lorsqu'il y a eu. Vous avez vu Franck Hayes, ce qu'il a déclaré, à la fois sur ses actionnaires et sur la non-présence du président du FC Nice et la crise que ça fait. Et Fabrice Boquet vit à Nice et est plus souvent à Nice que ne l'est Franck Kita. Alors après, Fabrice Boquet, juste pour parler de ce dossier, il a pris la parole dans tous les médias, il s'est expliqué, il a dit qu'il voulait se donner du temps, et je trouve que c'est bien. Quand vous voyez ça dans une situation de crise, alors que justement, on reproche à Fabrice Boquet de ne pas avoir été là un instant. Il était avec eux à l'aéroport et il est reparti chez lui comme d'habitude. Mais parce qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas, il se passait rien. Il a fait le taf derrière. Nous là, on a depuis samedi soir. On est mardi après-midi. Une crise, des coachs qui sont sollicités, qui refusent. Et il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction sportive, il n'y a pas de direction technique, il n'y a pas de direction générale. C'est pas incarné sur place. C'est pas incarné sur place. Ça n'a jamais été. Voilà. C'est le souci que je relevais tout à l'heure. Alors on va glisser là-dessus, sauf si tu veux pas réagir là-dessus. On va glisser sur Stéphane Ziani parce que c'est quand même un autre épisode du marasme nantais. C'est que dans la même journée, on a un entraîneur qui est pressenti, finalement qui vient pas. David l'a expliqué avec Will Steele. Et puis on a, tiens, je te donne la parole là-dessus. On a Stéphane Ziani qui est annoncé prenant de nouvelles responsabilités. Il est entraîneur de l'équipe réserve. Et il deviendrait à ce moment-là directeur sportif. C'est vrai qu'il faut quand même résumer la journée d'hier, parce que la journée de lundi, parce que comme tu dis, tu es quand même à 4-5 jours d'un match hyper important à Angers. Mais c'est pour ça que je parlais du timing. Tu commences avec, globalement, c'est quasi sûr, le coach va sauter. Discussion avec un nouveau coach, on l'a connu l'année dernière, ça a duré comme ça pendant 3 semaines. Avec Comboiré. Discussion avec un nouveau coach, c'est avorté. Finalement, on apprend à 16h30 que le coach est maintenu. Et c'est quoi, vers 18-19h que Stéphane Ziani va devenir coordinateur sportif. Et à 23h20, qui refuse le poste. Enfin, voilà, tout est dit. Poste de coordinateur sportif, je ne sais pas si Jean-Marcel l'a dit, c'était le proposé par Valdemar Kita. Oui. Et qui était le poste laissé vacant par Philippe Mao en mai dernier. Allez, Jean-Marcel, c'est maintenant. Ouais, c'est une idée de Valdemar Kita qui souhaite reprendre la main. Clairement, en fait, ce qui s'est passé hier, c'est le réveil de la guerre père-fils,
avec un Valdemar Kita qui n'en peut plus là, depuis 3 mois de ce qu'il voit au sein du club, de ce qu'il ne voit pas. Il est forcément très inquiet d'une descente possible aujourd'hui, en tous les cas. Et sans doute plus réaliste que les années passées. Je trouve qu'on flirte encore plus avec la ligne rouge. On sent que cette année, c'est plus costaud. C'est plus costaud, ouais. Le risque est beaucoup plus fort. Et donc, à partir du moment où tu ne peux pas changer de coach là dans l'immédiat, c'était d'apporter un soutien, de créer un petit électrochoc et de créer aussi autre chose. Et il y avait aussi une volonté de... On regarde la personnalité que Valdemar Kita a choisie, qui n'est pas anodine, à la fois Stéphane Ziani. Il y avait une volonté de mettre Franck Kita, en tous les cas, de l'obliger à prendre du recul. Sur la gestion du sportif. Sur la gestion du sportif et sur pas mal de choses. Parce que les deux hommes, même s'il y a eu un rapprochement en juin dernier, les deux hommes sont en défiance permanente. Et ça a été accéléré et amplifié par le choix de Pierre Aristouille à l'époque, qui était en concurrence avec Stéphane Ziani. Et voilà, qui était un choix de Franck Kita pour le coup. Et qui s'en était expliqué, qui avait laissé entendre pourquoi, parce que Stéphane Ziani avait très mal vécu à l'époque. Donc évidemment, et en plus il y a la personnalité Stéphane Ziani qui est quelqu'un à qui a une vraie liberté de ton et de parole, et qui se laissera pas imposer quelque chose s'il est pas content. La preuve, c'est qu'il a refusé le poste. Et qui est en ligne directe avec le président, mais pas depuis mais depuis longtemps, à qui il sert souvent de conseiller sur un tas de choses. Donc forcément, ça pouvait difficilement marcher, si ce n'est à ce que Franck Kita accepte d'être une mise en retrait, parce qu'il n'a pas accepté. Et voilà où on en est, à savoir pas de directeur sportif aujourd'hui et un président qui est fou contre le directeur général de FIS. Alors, c'est une situation quand même dingue. C'est le nœud gordien de ce club, finalement, de cette situation. Et ça fait des années que ça dure, cette espèce de rivalité entre guillemets, forcément, entre le père et le fils. Mais ça ne fait pas du tout avancer le club. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et ça dure. On en parle régulièrement de ça. On explique en fait un tas de choix, comme on a expliqué le maintien sur la durée d'Antoine Camboire, qu'on a pu expliquer parfois qu'il avait bénéficié d'un temps très long dans une situation difficile. On savait Franck Kita était très proche de Franck Kita et il faisait sur la Jonelière tout ce que Franck Kita ne faisait pas. Et en tous les cas, il remplaçait, il y avait aussi de directeur sportif bis. Manager général. C'est ça quand même qui a changé. C'est que ça fait quand même un moment que Franck Kita avait la main. Depuis globalement la mise en retrait violente, je vais dire, de la Modji nomination Bayat, depuis que Modji Bayat a été mis à l'écart. Donc c'était à Toulouse là, qui sont pris par le callback. Et depuis, en fait, c'était Franck Kita, donc d'abord avec Antoine Comboiré, puis... c'est 2023. Voilà, 2023. Avec Antoine Comboiré, ils ont fonctionné ensemble. Et de cet été, c'était plus avec Baptiste Drouet, je pense. Mais c'est pas forcément terminé, hein. C'est un épisode là, ce qu'on raconte. C'est un épisode. Si on va au bout de cet épisode, il y aura des rebondissements. Sachant que Ziani a dit non, là, en fait, on est quand même dans le flou. La question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que Jean-Marcel vient de nous dire, ça s'accompagnait d'une logique mise en retrait de Franck Kita, ce qu'il n'a pas accepté. Sauf que c'est Stéphane Ziani qui a refusé de prendre le poste ou il a été empêché par Franck Kita. Je comprends pas ce que tu dis. Comprends pas en fait, faire un dessin c'est Franck Kita lui le propose, mais Franck Kita n'est pas convaincu et en tous les cas n'est pas emballé du tout par ce que lui demande de faire son père. Et forcément, tu sens très bien quand tu es celui qui est Ziani n'y va pas parce qu'il sait que ce sera injouable. Que ça sera injouable. Si derrière tu peux pas appliquer ou tu n'as pas la conviction que tu vas pouvoir appliquer ce qu'on te demande et que tu vas pas avoir les mains libres, et puis que tu vas avoir quelqu'un en plus qui sera en défiance permanente avec toi, dont tu auras besoin en tous les cas de travailler avec lui, puisqu'il y a certaines décisions, notamment sur le recrutement, mais pas que, où il faudra le directeur général. Il faut aussi que tu saches un peu tes prérogatives. Les prérogatives de Stéphane Ziani n'étaient pas fixées à ma connaissance hier. Et est-ce que par son directeur général, qui lui avait proposé le poste. Moi, ça fait des années que je veux animer le podcast. Tu vas pas dire que tu m'as pas un peu... Si, je t'ai mis à l'écart. Bah oui. T'es trop clivant. Mais en même temps, tu le vis bien, toi. Moi, ça va. Allez, du sérieux, Pab. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, un scénario où tu peux imaginer, dans la mesure où la direction veut se séparer, c'est une question que je pose, où la direction a envie de se séparer de Luis Castro, tu as Stéphane Ziani qui était là pour l'encadrer un petit peu. Stéphane Ziani a le DEPF.
Stéphane Ziani était candidat. Tu dois fonctionner avec Franquita. Tu dois fonctionner avec Franquita. Sauf si Franquita prend du recul, comme tu dis. Il en a pas pris là, je vois pas pourquoi il en prendrait. Mais d'autres y sont allés, Pierre Aristouille et d'autres encore avant qui se sont dit avec moi je vais essayer. Il a pas la même connaissance du club et Ziani connaît mieux le club que Pierre à l'époque. Ce qui est fou, c'est qu'on en oublie qu'il y a une situation sportive qui est Stéphane Ziani n'est pas candidat. En fait, il est revenu en 2017 au club. Je pense qu'il a eu plusieurs opportunités où il y a plusieurs fois où ça aurait pu se faire. Je pense que si c'est pour sauter 3 mois après, en même temps, il a raison de prendre sa situation. Je pense qu'il est assez lucide en tous les cas pour savoir qu'il va. Enfin, faut pas y aller n'importe comment. Ouais, on va pas reprocher. C'est ce que voulait faire Valdemar Kita, ce que vient de dire Pape. Il voulait faire un ticket Ziani Courbis à l'époque. Donc c'est bien la guerre des deux. On va pas reprocher à Stéphane Ziani ou d'autres. En fait, souvent on s'est dit c'est incroyable qui veut venir dans ce bourbier du FC Nantes. Et en fait, il y en a un paquet qu'on dit non et qu'on finit par le dire, que ce soit Jocelyn Gourvenec, Antoine Camboré. Finit par venir. Qui sont crus plus forts que la machine. Au final, la machine, elle les écrase. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui sait très bien comment ça va se passer et que vaut mieux réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Et pour le coup, il réfléchit. Non, je voulais dire, n'oublions pas qu'il y a une situation, quand j'entends tout ça, il y a une situation sportive qui est dramatique, une institution qui est clairement en danger, club en danger. Et là, des histoires d'égo. Non, mais d'accord. Mais ça va. C'est énorme. Je crois que tu disais que c'était rien, fallait pas s'affoler. 4 points, t'as gagné que 2 matchs. Moi, on va voir vendredi ce qui se passe, on en parlera tout à l'heure. Pour moi, le match de vendredi, il est. Mais je trouve que là, c'est cette espèce de guerre, d'égo, de rivalité entre les. Enfin, voilà, ça ne devrait pas exister. Il faudrait que tout le monde soit solidaire, uni dans ce club, et malheureusement, ce n'est jamais le cas. Tant qu'on l'a déjà dit, on l'a analysé plein de fois. Après, il y a des auditeurs qui l'ont oublié, donc on va le redire. Les mots du FC Nantes, à chaque fois qu'on fait une allusion lorsque ça part à la dérive, c'est à la fois une forme de direction bicéphale. Et en plus avec un lien affectif, on va pas faire de la psychologie et complexe d'Oedipe, mais en fait avec un lien affectif entre un père et un fils. Voilà. Mais on en revient à la question. Je vais en revenir à la question originelle de Simon est-ce que il fallait le faire et virer Castro, est-ce que c'était le bon moment? Le problème, c'est que là, tu arrives après un psychodrame de 4 jours où en fait tu es en statu quo. Tu t'es fait une crise de 4 jours. Mais Castro, il a cru qu'il allait être remplacé. Il a cru qu'il allait avoir un directeur sportif. Et mardi matin, il est tout seul à l'entraînement. Et mardi matin, il est à l'entraînement, donc statu quo. En fait, si t'étais pour aller avec une direction qui lui parle plus. Voilà, qui ne répond plus à ses appels. Si t'es allé pour aller dans cette démarche, tu dis Castro, c'est pas possible. C'est la direction, ils peuvent prendre cette décision et c'est les patrons. Mais dans ce cas, fais-le. Là, le truc, c'est que tu dis Castro, c'est plus possible. On cherche un autre entraîneur, puis en fait, on va attendre. Et sachant qu'en plus, c'est attendre la trève. On dit pas Castro et. Il y a des clubs où ces choses-là se font, mais ça se fait en coulisses. Là, on n'est pas au micro en train de dire. Non, mais on n'est pas en train de dire au micro. Luis Castro est maintenu en poste. Finalement, machin. C'est Castro en sursis toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il gagne les 2 prochains matchs 4-0? Mais s'il y a 4-0 les 2 prochains matchs, ça fait une Habib Bey. Ça fait une Habib Bey du coup à Rennes. Évidemment, c'est la réalité du foot. C'est possible. Hein. Même si les 2 prochains, il n'y a que 3 points. Parce qu'après, c'est Concarneau en Coupe de France et c'est le cadet des soucis d'Equita à mon avis. Est-ce qu'il peut encore sauver sa peau, Luis Castro, ou pas? Oui. 4-0, non. Oui. Tu penses que c'est possible encore? Non, tu penses que c'est pas possible? Pour moi, non. Pour vous, c'est terminé. Attention, c'est pas une fronde anti-Castro encore. Mais non, mais voilà, les gens. On raconte les raccourcis. Non, mais c'est vraiment les gens sur Twitter font des raccourcis. C'est pas parce qu'on dit oui, on pense que Castro va. Beaucoup. Il faut voir le nombre de messages que j'ai reçus. C'est pas parce qu'on pense ça qu'on veut le départ de Castro. Il a même été plutôt accueilli ici, Luis Castro, avec bienveillance, parce qu'on aime le football offensif, parce qu'on aime la durée. Non, mais si, parce qu'on voit des trucs passer. Est-ce que la les réseaux sociaux pour votre santé mentale. Mentalement, tu vas mieux, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Qu'est-ce que ce serait si t'étais encore sur? Mais le problème, c'est que l'agressivité que t'as pas sur Twitter, tu l'as avec nous. Franchement, c'est pas sympa. Bon, messieurs, quand même juste un truc sur la direction. Elle fait le kangourou en fait là. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On peut le mettre quand même. On peut le mettre, bien sûr. Il fait kangourou, une fois oui, une fois non. Et 2 fois dans la même journée. Ça fait beaucoup. Surtout non là en ce moment, mais bon. Si Castro est déjà condamné. Alors on va mettre quand même du conditionnel parce qu'on l'a dit, tout est possible, la vérité du jour. Et puis on se souvient d'il y a un an ce qui s'est passé. Son destin est-il lié à celui de Baptiste Drouet, dont le nom a été affiché dans les tribunes? C'est plutôt l'inverse. Les 2 destins sont liés si Castro s'en va? Non, il peut mener le recrutement Ligue 1 du mois de janvier. Non, le signal envoyé, c'est si Stéphane Vianney venait en tant que directeur sportif, Baptiste Drouet, à part chercher des joueurs, éventuellement proposer des choses, je vois pas ce qu'il aurait fait. Mais il est scout, à la base, il est chief scout, c'est-à-dire il est là pour regarder les vidéos, sélectionner des joueurs et ensuite transmettre des listes Machado, c'est pas lui, à des...
Ça lui a été proposé par un... Oui, c'est plutôt un agent qui dit tiens, il y a la possibilité de faire ce joueur. Après, ça se passe souvent comme ça aussi. Ouais. Des agents qui disent tiens, il y a ce joueur, finalement, il peut sortir libre ou il faut mettre temps. Parce qu'il y a des clubs où tu t'arrêtes au directeur sportif et pas au président. Je crois que c'est à Baptiste Drouet. C'est passé par Baptiste Drouet. Il me semble. Ouais, c'est ce que... Quelle piste, pour finir sur la réorganisation interne, explore les dirigeants nantais? Est-ce qu'ils vont chercher un autre directeur sportif ou est-ce que c'est mort? Le combat a eu lieu et Franck Kita conserve ses prérogatives. Et par ailleurs, au-delà de la direction sportive, est-ce qu'on est en recherche active d'entraîneur là, pour changer dans 15 jours? Sûrement un entraîneur qui a de l'expérience à poigne et un meneur d'hommes, puisque tu fais généralement un entraîneur qui... Montagnier, Antonetti, Puel... c'est bon, ça va. Très bien. C'est pas possible, c'est pas un tweeto célèbre. Mais c'est bon pour qui? Le pétage de C'est pas un tweeto célèbre, ça? Il imite Mohamed Toubache et Antonetti qui aurait mangé Mohamed Toubache. Je te propose d'aller piquer une tête, David, écoute. Merci. J'espère qu'il va nous dégoûter. Messieurs, les coachs, c'est ça le profil de ce que vont chercher les Kita dans les prochains jours si jamais Luis Castor était... Ce week-end, on m'a dit qu'il voulait pas un pompier, il voulait plutôt un pompier de service, donc quelqu'un pour essayer de reconstruire ce qui est encore possible de construire. Donc c'est vrai que Will Steele avait plutôt ce profil, il me semble, jeune entraîneur, 33 ans. Gros caractère quand même. Gros caractère, oui, meneur d'homme. Après, franchement, comme si le football, c'était une question de meneur d'homme. Ça parle au Kita, figure-toi. Non, mais ça parle au Kita. T'es bien meneur d'homme avec David. Mais c'est triste. Où j'en suis. C'est triste pour toi. C'est triste pour toi. Oui, c'est triste. Ouais. C'est quand même des vieilles croyances comme ça sur le foot, comme si la performance était liée qu'à ça, à quelqu'un qui gueulait plus fort que les autres et qui avait de l'autorité que t'as pas en fait. C'est toi ton autorité naturelle, ton autorité professorale. Exactement. C'est pourtant un élément important parce que dans le choix de la direction du FC Nantes oui, mais c'est toujours pour pallier leur propre manquement. Et leur manque d'autorité à eux. Oui. Ok. Et leur absence en fait sur le terrain. Il y a rien de pire que l'absence. Il faut un patron à la maison parce qu'on n'y est pas. Il y a rien de pire que l'absence. Bon, on va parler un peu de l'effectif pour conclure cette partie. Ça va peut-être bouger au niveau de la direction sportive, ça va peut-être bouger au niveau du coach. Côté effectif, 2 joueurs vont débarquer, Daver Machado, Ignatius Ganago, et il en faudra d'autres, nous ont dit les joueurs. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant avec David, en préparant l'émission hier matin, on s'est dit, mais c'est rare d'entendre Youssef El Arabi et Johan Le Penant dire oui, c'est vrai que là on est trop court avec ce qu'on est. On attend aussi du renfort, ça peut que nous faire du bien au niveau de tous les points, que ce soit psychologique. Oui, c'est dur pour tout le club, les supporters, mais nous aussi c'est dur de repartir à chaque match avec 1-0 point. C'est dur mentalement. J'espère que ça va nous redonner un élan pour la deuxième partie de saison. On a une équipe jeune, pas mal de nouveaux joueurs qui débutent en Ligue 1 cette saison. Et forcément, peut-être qu'avec des équipes en face avec un peu plus d'expérience, peut-être que dans les matchs ça paye. Il va falloir s'accrocher. On va le faire, on va s'accrocher et attendre du renfort. On va s'accrocher et il redit une deuxième fois attendre du renfort. Je trouve ça très sincère, c'est-à-dire qu'il dit chacun fait de son mieux, mais on n'a pas le matos, on a besoin de... C'est un appel à l'aide. C'est la même chose, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, t'as pas le niveau. T'as pas il y a une question de concurrence, la charnière centrale, on n'a aucun doute sur la défense. C'est facile, nous, qu'on doit trouver l'équipe, de coucher les 4 noms de la défense. C'est tout. Il n'y a jamais de surprise. Parce qu'il n'y a pas de concurrence du tout. T'as pas de doublure, t'as pas de relève. Et du coup, quand t'as un absence, c'est la cata. Et puis les joueurs, Le Penant, qui est quand même pas le premier à qui on peut jeter la pierre sur son investissement et son niveau. Mais ces gars-là, ils s'entraînent tous les jours ensemble. Je pense que quand tu es à la Jonelière, que tu t'entraînes, tu vois le niveau de tes coéquipiers, tu vois le niveau des recrues. Et l'Arabi, il a un peu d'expérience pour le dire aussi. Tu vois le niveau des gars, et ceux qui ont de l'expérience, ils voient aussi les manques que peuvent avoir certains jeunes, le manque d'expérience, et t'as un effectif qui est trop court. Le mercato, ce sera l'autre gros sujet de ces prochaines semaines. On aura le temps d'en reparler. Un mot sur les 2 joueurs déjà qui vont débarquer. Le premier, c'est Daver Machado, le Lensois. Pourquoi vient-il à Nantes et quelles sont ses qualités? J'ai vu circuler aussi les stats de ses blessures récentes et de sa fragilité, mais ça, un peu comme Michael Lado, un peu comme d'autres. Sinon, il vient pas à Nantes. On peut faire que ce genre de pari, pas. Non, mais sinon, il vient pas à Nantes. Un joueur qui a de l'expérience Ligue 1, qui a plus de 30 ans, qui a une bonne expérience, s'il est en pleine capacité de ses moyens, il ne vient pas à Nantes. Les Lensois en disent le plus grand bien, y compris en interne, sur la qualité, sur le profil du joueur. Bon mec et puis plutôt bon footballeur, plutôt dans une défense à 5 d'ailleurs, plutôt un piston gauche.
va vite. Franchement, non, c'est une très bonne pioche. Et comme dit Pam, après, oui, les blessures, il a été blessé, mais oui, il vient pas à Nantes si il a aucune blessure depuis 2 ans et que c'est un très 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 bon footballeur, quoi. Nantes défend à 5 de toute façon, donc il va s'y retrouver dans son couloir. C'est pas vraiment des pistons, par contre. Non, voilà, c'est ça. Bonne idée, David Machado. Sur le papier, oui. On attend de voir. Non. Les qualités ou la fragilité? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Plus la fragilité. Ignatius Ganago de retour. Quelqu'un peut nous rappeler le contexte? Pab, vas-y, je te laisse le micro sur ce retour. C'est un retour de prêt. Hein. Ouais, c'est un retour de prêt parce que la saison, il était parti aux États-Unis en MLS et la saison américaine est décalée par rapport à l'Europe et il a terminé en octobre, je crois, fin septembre. Mais est-ce que c'est véritablement un renfort offensif? Quelles sont les qualités que peut apporter Ignatius Ganago? De toute façon, tous les joueurs qui ont quitté le FC Nantes, même ceux qui étaient en prêt, le but du club, c'était de s'en débarrasser. Donc, ils n'ont pas forcément envie qu'ils reviennent. Il vient pour lofter. Ce ne sera pas le renfort ou les renforts offensifs attendus. Il y en aura d'autres au mercato. Il va y en avoir. Hein. Visiblement, Valdemarquita va sortir le carnet de chèques, comme je dis souvent. Là, il a encaissé 40 millions l'été dernier. Non, mais là, en termes sortir. de salaire, il est prêt à mettre des gros salaires. Donc, il faut s'attendre à 4, 5 recrues en janvier, c'est clair. Oui, donc mettre des gros salaires, c'est aussi pour avoir dans la cible un autre choix de joueurs et donc des joueurs plus expérimentés et plus aguerris. Voilà. Parce que, comme l'a dit David... Mais pourquoi ne pas l'avoir fait cet été? Parce que tu as fait le pari que ça allait fonctionner avec un nouveau coach, un nouveau style. C'est une question qui sera posée quand même à la direction. Après, c'est pareil, tu peux aussi trouver un juste milieu en prenant des mecs, on parlait de Udol, des gars à un cran au-dessus que ce que tu as proposé cet été, quoi. Et des joueurs qui connaissaient la Ligue 1, voire la Ligue 2, puisque tu as pris un coach de Ligue 2. Tu as des bons joueurs en Ligue 2 aussi. Il y a une grosse urgence quand même en termes de points. Non, je te parle de cet été. Okay. Mais là, il ne faudra pas se tromper, sinon c'est. Non, mais la situation est cata. Tu as 11 points. Je disais, tu es à 4 points du premier non relégable. 4 points quand on a 11, ça fait quand même beaucoup. Quand tu as gagné que 2 fois, ça fait beaucoup. Tu as gagné que 2 fois. Et puis la dynamique. On en parle de la dynamique. Tu n'as pas gagné depuis fin octobre. Ce sera peut-être à Angers, Pab, on en parle du match Osco, c'est parti. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Angers-Nantes, c'est vendredi à Raymond Coppa. Amy Winehouse. Back to Black. Les Nantais, eux, espèrent sortir du tunnel à Angers. Côté effectif, ce sera donc sans Guirassy, le nouveau blessé, sans Leroux également. Sans Coquelin. Coquelin ne sera pas là. Mwanga va revenir de retour. Après sa suspension. Avec Machado. Et Machado pourra jouer pour la première fois sous le maillot des Canaries. Est-ce que le plan de jeu Bamed Duff peut être à nouveau utilisé? Pourquoi pas. Après, comme tu as Mwanga qui revient au milieu, tu vas plutôt avoir Mwanga Le Penant. Ouais, c'est dommage qu'on Mwanga, on l'a eu en sentinelle aussi, je crois, de mémoire, sur ses débuts. Moi, c'était bien. Moi, j'aime bien Mwanga en sentinelle, c'est son poste préférentiel. Là, il va pouvoir le remettre. Donc, il va enlever on sait que Babette Duff il peut jouer plus haut. Et peut jouer plus haut, sans aller très très haut non plus, parce que c'est bien, parce qu'il aura le jeu devant lui, et en plus, il aura de l'espace en relayeur. Et puis, il peut être au duel. Et Johan Le Penant pour aller gratter tous les ballons. Je trouve ça... on retrouve un milieu consistant, je trouve. Le réveil nantais à Angers. Nantes gagnait à Angers. Oui, c'est ce que je... je parierais pas du tout. Moi non plus. Cette semaine est tellement irrationnelle que finir de manière aussi irrationnelle, ça serait un beau clin d'œil du destin. Il serait bien embêté, l'Equita. Je suis pas sûr, mais en tous les cas, ça serait, je pense qu'il serait quand même soulagé vu la situation. Bien sûr, évidemment. Je pense qu'il mise pas sur une victoire même. Parlons de ce match avec quelqu'un qui connaît très bien le FC Nantes, parce qu'il en est un petit peu fan dans son cœur, on va le dire. Il est surtout journaliste au Courrier de l'Ouest et il suit l'actu du SCO. C'est un expert, Gilda Crozon. Salut Gilda. Salut. Est-ce que Nantes a une chance de gagner ? Là, comme ça, c'est pas tout à fait la même dynamique des deux côtés, effectivement. Donc, je dirais qu'ils ont une petite chance, parce que Angers, c'est quand même pas l'équipe qui a le plus d'individualité en Ligue 1. Et par contre, ils ont une équipe qui est pas simple à prendre en ce moment. Lens y a gagné il y a 2 matchs, mais ils ne sont pas amusés. Donc je pense que Nantes ne va pas s'amuser, mais bon, je ne sais pas contre qui ils s'amusent cette saison.
Et ça ne devrait pas changer. On en a souvent parlé ensemble, Gilda, mais en fait, Angers, c'est une équipe qui fait mal jouer les adversaires, c'est ça, hein, c'est une équipe qui est chiante à jouer. Exactement. Ils s'adaptent plutôt bien à l'adversaire pour contrecarrer leurs points forts. Ils ont un peu changé depuis quelques matchs quand même, en se concentrant un peu plus sur eux. Et c'est une équipe qui a un peu de recherche dans son jeu quand même. C'est le paradoxe, ils ont la possession de balle la plus faible de Ligue 1. Et pourtant, il y a une forme de qualité de jeu qui est reconnue par tous, dont De Zerbi la semaine dernière, qui a dit qu'Angers était l'équipe qui jouait le mieux en Ligue 1. Alors je pense que c'était rapporté à leurs moyens, parce qu'effectivement, par rapport à Paris, on ne peut pas dire que le SCO joue mieux, mais il y a quelque chose dans cette équipe qu'on voit apparaître, une progression des intentions de jeu, des schémas qui se répètent. Et donc, les résultats sont là et sont constants. C'est pas une surprise si aujourd'hui ils ont 19 points, quoi. C'est quand même énorme pour eux par rapport à d'où ils viennent. On comparait les effectifs tout à l'heure en début d'émission. Les budgets, en tout cas, on est à la moitié au moins, le budget du SCO par rapport à celui du Football Club de Nantes. Ça veut dire qu'on a Donnons affaire... les chiffres, donc Nantes c'est... 55-25. Ouais, c'est ça. En gros, 55 pour Nantes, 25 pour Angers. Ça veut dire que au recrutement à Angers, on a des magiciens. Ça veut dire que sur le banc à Angers, on a un magicien. Comment tu expliques cette différence entre les deux clubs ? Ou un président, un magicien aussi. Pardon. Ouais, je Sans pense les mains. que... Ah, les présidents, je les mets, tu vois, à égalité. J'ai pas envie de choisir. Ouais, non, ça se joue sur l'équipe pro essentiellement. Il faut se rappeler qu'Angers a été très contraint financièrement et n'a pas pu remplacer Le Paul, par exemple, qui est parti fin août. Et donc, ils ont pris des jeunes, alors ça va rappeler des souvenirs aux anciens, mais un peu comme Nantes en 92, je crois, qui a été obligé de lancer des jeunes parce qu'ils n'avaient pas d'argent et c'était ça ou rien. Et ça marche bien, hein. Sheriff, Peter sont des joueurs qui se sont révélés, qui sont à 3 buts chacun. Donc, les deux très jeunes attaquants, ouais. Ouais, vraiment très jeunes, ouais, ils ont 18 ans, hein. Donc c'est un ensemble de choses et je pense que ça tient beaucoup au staff et à cette continuité qu'il y a dans la manière de bosser. Évidemment qu'ils ne se sont pas trompés sur les quelques recrues qu'ils ont prises. De toute façon, il n'y en a pas 50, il y en a 3. Il y a Kofi dans les buts qui est énorme. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a Mouton au milieu qui joue ses matchs et qui est pas le plus en vue, mais qui malgré tout a beaucoup de matchs titulaires et qui était venu pour remplacer Abdelli. Abdelli n'est pas parti et finalement du jeu les a quand même associés. Mouton pisté par Nantes. Pardon, Gilda, pisté par Nantes. Il a choisi Angers, ouais, je pense pour avoir plus de temps de jeu assuré à mon avis. Et donc il y a Zbaï qui sont allés chercher joueurs libres qui leur apportent pas mal sur le côté gauche. Donc effectivement, ils ne sont pas plantés. C'est la colonne vertébrale. Hein. Là, tu es en train de nous décrire du gardien en passant par le milieu et l'attaque, une colonne vertébrale qui est vraiment au niveau. Ouais, un peu. Ce qui est surprenant, c'est l'attaque, parce que l'attaque était vraiment très jeune et sans expérience en Ligue 1. Lévina s'était blessé en plus, même s'il revient, donc c'était le seul qui était expérimenté et qui n'était pas non plus en Ligue 1 un joueur vraiment majeur, quoi. Donc ils ont réussi à recomposer quelque chose. En revanche, il faut reconnaître que dans l'épine dorsale, alors Kofi venait d'arriver, mais c'est un gardien qui avait un peu de référence quand même. La défense a peu bougé, le milieu avec Belkebla et Abdelli qui est revenu de blessure, ça reste quand même des joueurs en Ligue 1. Donc ils avaient une forme de structure et de continuité par rapport à l'an dernier, qui, par exemple par rapport à un club comme Nantes, qui a tout bouleversé, qui leur faisait gagner un peu de temps. Ils ont été prêts plus vite. Ça se voyait d'ailleurs quand le match amical que les deux clubs ont fait cet été. On voyait qu'Angers était en avance. Bon, Nantes n'a pas vraiment rattrapé ce retard-là, je crois, et puis Angers a continué de progresser avec ces jeunes qui sont apparus. Donc, mais sur les jeunes, c'est un collectif, quoi. Si je t'arrête, Gilda, sur les jeunes, on le dit ici à longueur d'émission, oui, mais il faut pas trop demander aux jeunes, ils sont pas prêts, il faut leur laisser du temps. Peter et Sheriff, ils se sont pas posé la question, ils sont à 6 buts, et on dit pas ça à Angers, on dit pas non, ils sont pas prêts, on va faire jouer des vieux grognards, il faut leur laisser du temps. Non. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense quand même par expérience que c'est plus simple pour un attaquant jeune de rentrer dans une équipe sans tout bouleverser. Voilà. À Nantes, il y a quand même des joueurs qui jouent derrière, qui jouent au milieu. C'est des responsabilités qui sont quand même autres. C'est-à-dire que dès qu'on fait une erreur, on prend un but. Les attaquants, au pire, ils vont rater des occasions, mais voilà. C'est souvent moins pointé du doigt. Et il y a aussi ce collectif et cette manière d'accompagner les joueurs de la part des cadres de cette équipe, mais aussi du staff, qui a fait un travail pour dédramatiser ça, les amener petit à petit. Voilà, ça a été un travail bien fait.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez harmonieux. Je pense pas que les jeunes joueurs d'Angers aient plus de potentiel que ceux de Nantes. En revanche, dans leur incorporation à l'équipe, ça a été bien mieux fait. Ça saute un petit peu aux yeux. Évidemment, il y a des joueurs qui ont pris de la valeur. Sheriff, ça a pris un petit peu de temps, mais ça a été quelque chose d'accepté par le staff, je crois, et le club. Et quand c'est venu, c'est venu. Bon, voilà, on voit bien qu'à Nantes, il y a beaucoup plus d'inconstance, aussi parce que le cadre collectif est plus vacillant. Mais bon, Nantes, c'est différent. Plus Nantes, de pression. Ouais, et puis ils ont changé de tellement de choses dans les principes de jeu que ça faisait beaucoup d'un coup. Et pour des jeunes arrivés là-dedans, ça fait quand même une sacrée marche. Je pense qu'à Angers, il y avait une continuité sur la manière de bosser par rapport à l'an dernier avec le même staff. Évidemment que c'est plus simple de rentrer là-dedans parce que on réapprend pas tout, y compris pour ceux qui étaient déjà là, quoi. Un mot pour terminer, Gilda, sur l'enjeu du match. Jean-Marcel nous disait tout à l'heure, si Angers l'emporte, ça fera 22 points. Angers aura 11 points d'avance sur Nantes et c'est 11 petits points, le double. On est presque déjà dans une balle de match entre les deux clubs. Alors oui, je pense, ce serait un écart colossal entre deux équipes qu'on attendait quand même pour jouer le maintien, mais en tout cas, on n'attendait pas un écart aussi grand, je dirais, dans l'absolu et aussi vite, encore plus. Angers, ils ont l'habitude d'avoir des mauvaises périodes, ils le savent, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre, ça je vous l'apprends pas. Et eux, ils visent clairement les 34-35 points. Donc tant qu'ils y seront pas, ils vont pas se dire on a fait un écart, ça suffira. Non, je pense qu'ils vont aller jusqu'à prendre ces 30 points et donc ils veulent pas en laisser en route, y compris maintenant, même si là tout a l'air d'aller très bien. Donc ils vont se méfier, rester concentrés. C'est une équipe qui est très consciencieuse, donc ils savent que c'est un match qui est très important contre un adversaire direct qui lui va pas bien. Ils sont allés à Nice gagner parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose. C'est une équipe qui est compétitive aussi par rapport à ça. Et qui a la réussite, aussi. Enfin, ils affrontent que des clubs en crise. Bon, après, c'est pas le hasard non plus. D'ailleurs, le fait que Angers prenne au sérieux le FC Nantes, c'est Alexandre Dujeu qui nous le disait sur It West la semaine dernière. On l'écoute. C'est sûr que ce match-là, il sera important parce que c'est des équipes comme nous à la lutte, pas évident à jouer. On l'a vu, match contre Auxerre, match contre Lorient, c'est des matchs crispés. Le match qu'on a fait à Metz, c'était des matchs très très tendus, certainement moins ouverts que contre les grosses cylindrées. Donc c'est toujours des matchs qui jouent à pas grand-chose et c'est toujours des matchs difficiles à aborder parce que forcément ça représente 3 points et sur les adversaires directs, comme ça, c'est fondamental de bien négocier. C'est le même championnat que cette équipe du SCO, le FC Nantes, pour Alexandre Dujeu. On termine juste sur le recrutement parce que Nantes prévoit ou promet une petite révolution au mercato. Est-ce que Angers est autorisé, a les moyens et va se renforcer ? Alors, Angers est autorisé, oui. L'encadrement, je cherchais le mot, a été levé, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup plus de moyens, en fait. Ils auront un peu plus de souplesse, la masse salariale est revenue dans ce à quoi ils s'étaient engagés, donc ils auront le droit de recruter sans faire de folie. En revanche, ce à quoi on s'attend, parce que dans leur modèle économique, c'est inévitable, c'est de vendre. Donc il y aura probablement une vente et on pense à Sidiki Sheriff qui crève un peu l'écran là, depuis un mois et demi. Je pense qu'un peu comme Baoya il y a 2 ans, ils vont le laisser partir dès l'hiver parce que ça leur assure financièrement un passage tranquille l'été prochain devant la DNCG, c'est un peu inévitable. Donc Angers a besoin de vendre et pourrait s'affaiblir, quoi. C'est ce que tu nous dis. Ouais, il y a des chances. Et évidemment que c'est moins dangereux entre guillemets de laisser partir quand on a une vingtaine de points plutôt que s'ils étaient vraiment dans la galère, quoi. Donc on s'attend à ça. On n'a pas de certitude. Les dirigeants, on peut pas dire qu'ils nous parlent beaucoup, les dirigeants, depuis quelques temps. Donc voilà. Mais a priori, c'est quand même ce qui se murmure, quoi. Que Sheriff a des prétendants. Et que le SCO ne va sans doute pas laisser passer l'opportunité de le laisser partir. Et dans ce cas-là, je pense qu'il recruterait quelqu'un pour le remplacer. On va conclure avec la parole à celui qui mène la fronde anti-Castro à Nantes, David Philippot. David. Et là est sans doute la meilleure question pour la fin. Et Peter, tu peux nous en parler parce que je crois qu'il est de Bellevue, c'est ça ? Ouais, sa famille est à Nantes. Il a commencé à l'Étoile du Sens. Et puis il est après allé à Bellevue en même temps qu'au Pôle Espoir de Saint-Sébastien. Donc c'est un produit nantais dans les rangs angevins, comme il y a quelques produits du Maine-et-Loire dans les rangs nantais. Donc c'est marrant, on est un peu sur le même territoire. Ouais, c'est un joueur qui est intéressant, qui vraiment est apparu quand le Pôle est parti parce que il y avait plus que lui comme pur avant-centre. Sheriff a été recentré après. Et il a fait vraiment de bons matchs. Il a montré beaucoup de choses. C'est un joueur qui est travailleur.
Ils ont des jeunes qui sont très bien à Angers. Voilà, ils sont à l'écoute, travailleurs, humbles. Ils ont conscience, et du jeu leur rappelle assez, que c'est la chance de leur vie d'apparaître aussi vite et d'avoir autant de minutes en Ligue 1. Et ils la saisissent avec des anciens qui les encadrent bien et qui leur permettent de progresser. Donc il a saisi sa chance et aujourd'hui il est clairement dans ce groupe-là. Il se partage le temps de jeu devant avec Sheriff. Donc c'est un joueur intéressant. Ouais. Le coach, le magicien Alexandre Dujeu, est-ce que tu sais s'il est sollicité, même si de l'extérieur, il a peut-être pas la carte comme certains autres entraîneurs de Ligue 1, ce qui fait sur le terrain, ça peut susciter des convoitises. Il va pas partir au mercato d'hiver, ça se fait pas ça. Alors mercato d'hiver, sur les entraîneurs, ce serait quand même des entraîneurs sous contrat, c'est quand même rare, j'ai un doute. Ouais. En revanche, l'été prochain, j'attends de voir, parce que je vois pas pourquoi il serait pas sollicité avec à la fois la répétition des résultats. Faut savoir quand même qu'il a pris l'équipe quand elle est descendue, mais vraiment sur la fin de saison en Ligue 2, il l'a fait remonter. Premier maintien l'an dernier qui était un peu miraculeux, et cette année c'est quasiment encore plus miraculeux. Ce qui change un peu, c'est que je parlais tout à l'heure que De Zerbi a dit que le SCO était l'équipe qui jouait le mieux. Il a aussi tressé des louanges à du jeu, et donc ça commence à se voir. Et ça vous arrange pas. Je pense que sa chance à un moment donné va venir. Il n'y a sans doute pas de raison que d'autres clubs ne se disent pas, mais attendez, Angers, avec les moyens qu'ils ont, regardez ce qu'ils font. Tu nous diras quand il vient à Nantes cet été. Hein. Oui, pas de problème. Nous, il y aura eu 3 entraîneurs entre-temps, mais tu nous diras. Après, quand on s'appelle comme ça, on est obligé de bien jouer. Probablement. On va rester sur cette ultime vanne, incroyable. Qui fait optimiser les choses, et à Angers, il le montre. Donc c'est vrai qu'on se dit que partout ailleurs, il y aura au moins un peu plus de moyens. Et il y en aurait plus à Nantes, sans doute. Merci beaucoup, Gilda. Et Gilda, je t'appellerai dans quelques semaines pour évoquer la Ligue 2, comment ça se passe, c'est important qu'on ait des repères. Pas de problème. Okay. Ça me fait plaisir. Puis les saisons horribles, on connaît. Alors, on en a connu une. Vous, c'est vrai que tous les mois de décembre, ça a l'air assez marrant. Mais nous, ça a été une fois, mais c'était une belle fois. Noël, c'est la fête à la grimace tous les ans à Nantes. C'est assez sympa. Merci, Gilda. On se retrouve vendredi à Copa. Allez, à vendredi. Salut, Gilda. Salut. Et nous, mardi prochain, messieurs, si vous êtes encore à nous écouter à cette heure tardive... C'est mieux sans Jean-Marcel. Oui, je trouve que c'est mieux. Il est parti. C'est plus calme, c'est plus serein. C'est même nous, tu vois. Ouais, moi, je trouve qu'on s'entend bien. Et ça parle mieux foot. Ah bah, carrément. Ça parle beaucoup. Tiens, en parlant de foot, je peux faire une petite parenthèse. Vas-y, bien sûr, rapide. Parce que dans la journée, hier, complètement dingue, il y a eu quand même une petite annonce de l'UEFA. Et je sais pas si vous avez vu que le match Pride... de la Coupe du Monde, ce sera un certain Iran-Égypte. Magnifique. J'espère qu'il y aura des joueurs sur le terrain. Mostafa Mohamed, il sera. Mostafa, oui. Voilà, il pourra faire la Pride avec les autres. Est-ce qu'il pourra jouer ? Dans la tolérance et l'acceptation de tous. On le souhaite. Rendez-vous mardi prochain. On sera évidemment depuis le bar Les Fleurs du Malte. Si vous ne pouvez pas venir, ne pas vous inscrire, il faudra être un peu plus patient parce que on mettra le podcast en ligne seulement le mardi soir un petit peu plus tard. L'adresse pour on la redonne. C'est en face de la gare Nord, le nom de la ligne de tram. Pour envoyer. À l'adresse sans contrôle fcnantes44@gmail.com. On l'a mis sur X notamment, donc vous pouvez la retrouver sans problème. À mardi prochain, messieurs, et bon match vendredi. À la semaine prochaine. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France, à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.